Si vous avez regardé la Bloodline à la WWE ces derniers temps, vous avez forcément remarqué ce monstre intimidant parmi les hommes de main de Solo Sikoa. Ce catcheur, c'est Jacob Fatu, et il descend lui aussi de la lignée la plus puissante du divertissement sportif, où on retrouve entre autres Yokozuna, Roman Reigns et The Rock pour ne citer que. Au-delà d'être le loup-garou samoan, cet homme a une des histoires les plus folles du roster, puisque sans le catch, il ne serait peut-être plus parmi nous. On se retrouve sur Johnny Catch pour plonger dans le sombre destin du neveu d'Umaga. Vous apprendrez entre autres pourquoi Jacob a fait de la prison. Quelle légende du catch a prononcé des paroles très fortes à son égard. Aussi, comment il a eu un personnage très sulfureux dans le circuit indépendant, et même comment les Usos l'ont sauvé d'une vie de délinquance. Sachez que ce que vous allez voir maintenant, c'est un documentaire au concept un peu différent de ceux auxquels vous êtes habitués sur la chaîne, qui eux, ne vous inquiétez pas, vont continuer à arriver en masse tous ces prochains temps, tel un splash sur Cody Rhodes. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le destin fascinant du loup-garou de la WWE, Jacob Fatu. C'est parti. Quand on s'intéresse à Jacob Fatu, c'est impossible de ne pas parler d'abord de sa lignée légendaire. Et oui, il descend lui aussi de ce qui est peut-être la famille la plus puissante du divertissement sportif, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on voit des Samoans débuter, on se demande, on va dire, de qui sont-ils proches, de qui un tel est le fils, ou alors le neveu, le cousin. Mais sachez que pour Jacob Fatu, c'est assez clair, il est le fils de Sam Fatu, aussi connu comme le Tonga Kid à la WWE, un catcheur dans les années 90. Et surtout, ce qui est notable, lui, on va dire peut-être le plus gros nom, le plus proche de lui, même s'il y en a plusieurs en réalité, hein, c'est surtout, je dirais, Umaga, dont il est le neveu. Alors Umaga, les fidèles de la chaîne le savent, j'adore Umaga, j'adore vraiment de fou ce personnage. J'ai d'ailleurs fait une série sur lui il y a encore pas si longtemps, donc je vous recommande d'aller la voir si c'est pas encore fait pour vraiment être en immersion dans le destin malheureusement tragique du bulldozer samoan. En tout cas, il est son neveu et il est aussi le cousin des Usos. Par ailleurs, c'est évidemment à noter qu'il est de la même famille que Yokozuna, lui aussi sacré personnage, hein, nom d'un chien, Yokozuna, le sumo de la WWE, qui a malheureusement aussi eu un destin tragique, c'est un peu malheureusement quelque chose de récurrent dans cette dynastie, et donc aussi lié à Roman Reigns bien sûr, et à The Rock. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement d'ailleurs à d'autres membres de sa famille, à la base Jacob Fatu ne se dirigeait pas vraiment vers le catch. Au contraire, il se dirigeait vers un destin beaucoup plus compliqué, comme vous allez voir, et d'une certaine manière on peut dire que le catch lui a sauvé la vie, clairement. Déjà, alors, figurez-vous qu'il est né le 18 avril 1992 à San Francisco, et que son gabarit n'est peut-être pas, on va dire, alors surtout comparé à ses ancêtres par exemple. Alors bien sûr, je pense tout de suite à Yokozuna, on va dire qu'il ne fait que 127 kilos, mais bon, en soi, c'est un gabarit de catcheur, hein, mine de rien. C'est juste qu'il a peut-être tellement d'ancêtres larger than life qu'il était peut-être un petit peu plus petit. Mais bon, ça reste impressionnant, puisqu'il fait 1m85. Mais bon, donc comme on a dit, à la base, Jacob ne voulait pas vraiment être catcheur. Et lui, surtout, ce qui marque sa jeunesse, c'est une jeunesse dans la délinquance, qui va le mener à la case prison à l'âge de 18 ans. Alors, accrochez-vous bien, pour un braquage. Donc c'est assez intéressant de souligner que dans cette famille, si vous vous rappelez peut-être dans le documentaire sur Umaga, et même si vous le saviez peut-être déjà, le fils d'Umaga par exemple, Zilla Fatu, avait lui aussi connu des années de délinquance en tout genre, qui l'ont aussi conduit à la prison. Donc c'est quand même assez fascinant de voir que quand ces membres de cette famille, on va dire, ne catchent pas ou ne se dirigent pas immédiatement vers le catch, on a l'impression que des destins beaucoup plus sombres et beaucoup plus compliqués et problématiques s'offrent à eux, c'est vrai. Bon après, ça reste quand même leur choix, bien sûr. Mais le fait est qu'au moment donc d'être en prison pour un braquage à seulement 18 ans, Jacob a la révélation qui va changer sa vie. Et oui, alors, il a eu la chance, on va dire, et c'est un moment qui a clairement fait basculer son destin vers le, on va dire, le bien, d'une certaine manière, et aussi la rédemption pour lui, puisqu'il voit à la télévision les Usos
débuter à la WWE, donc les Usos, qui connaît déjà, forcément, puisque c'est sa famille, qui débute à la télévision en attaquant la Hart Dynasty à l'époque. Et là, pour Jacob, c'est une révélation, il se dit, alors que jusqu'à présent, il pensait pas vraiment au catch, qu'il veut faire comme eux. Et ça va vraiment lui réussir, puisqu'en septembre 2012, il va débuter donc dans le monde du divertissement sportif et commencer une aventure, on va dire une grande épopée dans le circuit indépendant qui, si on prend du recul, est quand même assez longue, hein, puisqu'elle va durer pas moins de 12 ans, tout cumulé, on va dire, et un grand parcours initiatique qui finira par le mener à la WWE comme on le sait déjà. Mais il a quand même eu tout un long cheminement à travers le monde, hein, une vraie tournée internationale de plusieurs années, avant de vraiment gravir tous les échelons. En tout cas, à la base, il est en Californie avec d'autres membres de sa famille et il a la chance d'être entraîné par Rikishi. Et ça, c'est un peu le privilège, forcément, quand tu nais dans une famille aussi légendaire du catch, t'as la chance d'être entraîné par certains des plus grands noms de l'histoire du business, comme d'autres avant lui, hein. C'est aussi le cas pour Umaga, qui a lui aussi été entraîné par des ancêtres. Donc il a eu cette chance-là, et ça lui a permis d'apprendre le métier aux côtés des plus grands, c'est vrai. Et le gros temps fort, hein, après avoir essayé différentes promotions, différents matchs, hein, dans plein de fédérations différentes, le premier gros temps fort de son parcours dans les Indies, on peut vraiment considérer que c'est quand il débarque à la Major League Wrestling, la MLW, en 2019, où il rejoint d'ailleurs deux autres membres de sa famille, Samu et Lance Anoa'i. Mais c'est pas avec eux qu'il va être le plus associé à l'écran, enfin pas à l'écran, mais en tout cas dans le ring, puisque c'est avec un certain Joseph Samael qui va le plus former une équipe. Alors, eux, ils avaient un peu la réputation, en tout cas leur personnage, d'avoir un peu une identité assez satanique, et surtout ça se voit aussi dans le nom qu'ils adopteront par la suite, à savoir Contra. Alors, on entend Contra, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi c'est l'abréviation? Alors, accrochez-vous bien, c'est quand même assez rare et assez sulfureux de voir ça dans le catch. Ça voulait dire Crusading Operations of Nihilistic Terror Revolution Armada. Alors, je pense que c'est quand même un nom assez long, c'est sûr, mais quand même, si on le traduit brièvement, on pourrait considérer que c'est une armada de terreur nihiliste, donc un peu l'équivalent, version catchesque, on va dire, d'un groupe terroriste. Ce qui est quand même sacrément sulfureux, vous vous rendez compte quand même, faire ça, surtout dans une époque où c'est un fléau sur la planète, c'est quand même risqué, c'est quand même surtout très sulfureux. En tout cas, c'est assez ironique de souligner que dans, on va dire, cette aventure dans le circuit indépendant, il a travaillé avec un certain Daivari. Alors Daivari, ce qui est surtout très marquant avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui a été le manager du Great Khali à une époque, et même d'un certain Mohamed Hassan qui, lui, alors c'est bien plus ancien, hein, forcément, là on remonte carrément à 2005, à la WWE, mais qui à une époque avait déjà une gimmick sulfureuse lui aussi, puisqu'il avait collaboré donc avec Mohamed Hassan, qui était un peu un personnage assez terroriste à la WWE, dans, on va dire, la lignée des événements qu'on connaît, hein, du 11 septembre 2001 en Amérique, tout ça. Et ça avait tellement fait scandale qu'ils avaient dû retirer le personnage de la télévision à l'époque. Enfin bref, le fait est qu'il a beaucoup eu de réussite et de succès donc à la MLW, Jacob Fatu, puisque là-bas, il sera champion poids lourd à peine quelques mois après son arrivée dans la fédération, le 6 juillet, contre Tom Lawlor. Et surtout, il va quand même marquer l'histoire de cette promotion, ce qui est quand même tout à son honneur, hein, pour quelqu'un qui a débuté dans le business depuis à peine 7 ans. Il va faire le main event du premier pay-per-view, vous savez, c'est ces shows qu'il faut payer pour regarder, qui sont un peu les shows les plus importants de la fédération, à la manière des PLE, hein, à la WWE. Donc lui a été le main event du premier pay-per-view MLW de l'histoire, qui s'appelait Saturday Night Super Fight contre LA Park, et non pas LA Knight. Donc quand même du succès, qui lui a sans l'ombre d'un doute permis de taper dans l'œil de la WWE. Et sinon, pour parler un peu de sa vie personnelle, sachez qu'il a 6 enfants, Jacob Fatu, et que c'est quand même, on va dire, un Samoan qui a été un peu, on va dire,
à la manière de ses ancêtres et de ses cousins, un Samoan qui a déjà toute sa descendance presque toute prête à prendre sa relève, peut-être dans quelques années. Et sinon, purement en termes d'in-ring, lui, ses gros points forts, c'est bien sûr son agilité impressionnante pour son gabarit, puisque son finisher est le Mighty Moonsault. Donc ça, un moonsault, vous vous rendez compte, pour quelqu'un de quasiment 130 kg, le faire en plus avec une souplesse impressionnante, c'est vraiment très fort, et on ne voit pas ça tous les jours dans le catch. Et sinon, dans le in-ring, c'est quand même beau de remarquer qu'il rend hommage à Umaga, d'une certaine manière, en faisant le Samoan Drop et le Splash, lui aussi. Alors, il n'est pas le seul à le faire hein, dans sa famille. Mais c'est beau de voir, on va dire, l'héritage du bulldozer samoan au destin tragique, malheureusement, continuer à être, on va dire, ravivé de cette manière-là. Son surnom, et le nom de son personnage, hein, toutes ces années-là, c'est le Samoan Werewolf, le loup-garou samoan. Ce que je trouve personnellement assez original, hein, ça change peut-être des gimmicks plus tribales et plus traditionnels et sauvages pour les Samoans qu'on a l'habitude de voir à la WWE. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs Yokozuna qui lui aussi avait eu un personnage qui avait rien à voir avec le côté samoan en étant un sumo japonais. Donc c'est bien d'une certaine manière pour Jacob de ne pas forcément subir son héritage et sa famille comme un fardeau, mais au contraire de se démarquer totalement avec une gimmick totalement nouvelle. C'est à noter aussi qu'il a travaillé dans la promotion de Booker T, Reality of Wrestling, donc ça lui a quand même permis de taper dans l'œil d'une légende de la WWE, Booker T, hein, quand même, figure marquante de la WWE, qui n'a pas hésité à le soutenir publiquement d'ailleurs, en disant qu'il avait toutes les qualités pour être une star, il croyait très fort en lui, et on imagine sans l'ombre d'un doute que ça a dû encore plus inciter la fédération de Stamford à vouloir finir par recruter Jacob Fatu, ce qui va finir par arriver en avril 2024, vers WrestleMania. Et ce qui est assez notable par rapport à ses débuts, et surtout par rapport à sa signature, c'est qu'il y a eu sa signature donc, mais après, il y a eu un temps étonnamment très long jusqu'à ses débuts, dont on va parler juste après. Et là, on peut se poser la question, mais pour quel motif ça a duré aussi longtemps avant qu'il débute? Alors, évidemment, on imagine bien qu'il y a des motivations scénaristiques hein, derrière tout ça. Faut attendre le moment idoine pour le lancer. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais il y a peut-être aussi d'autres explications. Alors, tenez-vous bien. Apparemment, on a pu apprendre qu'à cause de son passé en prison et de son casier judiciaire, ça a pris plus de temps pour, on va dire, tout mettre en ordre, en sachant qu'il avait d'ailleurs été incarcéré à l'époque à la Sacramento County Jail. Donc la question par exemple, c'était aussi, étant donné qu'à cette période-là, donc au printemps 2024, la WWE a fait pas mal de shows à l'étranger, enfin pas aux États-Unis, notamment en France, Cocorico, on pourrait croire que peut-être qu'à cause de son casier judiciaire, il ne pouvait pas, enfin la WWE plutôt, ne pouvait pas se servir de lui tout de suite puisqu'il n'avait peut-être pas le droit de voyager à l'étranger et a peut-être préféré le préserver pour une période où il ne serait plus embêté par ça. C'est possible, ça fait partie du champ des possibles. Mais une autre explication possible aussi derrière son absence, c'est une différence flagrante physique entre sa version dans les Indies et comment il était à ses débuts, parce que c'est difficile de ne pas remarquer qu'il a perdu beaucoup de poids avant de débuter, donc dans la fédération de Stamford. Il a quand même perdu, tenez-vous bien, plus de 20 kilos. En sachant aussi que c'est quelqu'un qu'on a souvent vu fumer des joints ou alors boire. Donc on imagine, et ce serait tout à l'honneur de Jacob Fatu, qu'au moment donc d'arriver dans la fédération de catch la plus importante du monde, qui s'est mis au pli à ce niveau-là, et qu'il a voulu prouver sa motivation peut-être, et toute sa détermination à y réussir, en faisant une perte de poids assez impressionnante. Sinon, à propos justement d'alimentation et de nourriture, c'est à noter qu'il a raconté l'anecdote assez marrante, Jacob, qu'un jour, il a fait un concours de nourriture contre Jim Cornette. Vous savez, Jim Cornette, il est davantage connu aujourd'hui pour ses opinions et son rôle un peu d'influenceur sur YouTube, et qu'il fait d'ailleurs très bien, hein. C'est quelqu'un de très passionnant à écouter, toujours, ce Jim Cornette, mais qui à la base était un manager dans le catch et même aussi un promoteur. Donc figure marquante dans le catch, et il a donc déjà fait un concours de nourriture contre lui, et surtout, Jim Cornette a fait une déclaration très forte, alors accrochez-vous, c'est quand même pas tous les jours qu'on entend une légende dire ça. Il a dit à propos de Jacob Fatu que ce serait uniquement pour Jacob Fatu
que Jim Cornette serait prêt à sortir de sa retraite pour être son manager. En sachant que, ça c'est quand même très important de le savoir, Jim Cornette a aussi managé Yokozuna dans le passé, donc membre de la même famille que Jacob Fatu. Donc que Cornette dise ça, c'est vraiment très marquant. Il aurait pu le dire pour plein d'autres personnes, hein, mais il l'a dit pour Jacob Fatu. Donc très marquant. Et ça l'a laissé envisager des débuts très prometteurs à la WWE. Donc, et là la grande question, c'est comment le Samoan Werewolf, le loup-garou de la WWE, va pouvoir faire un impact maximal dans sa nouvelle fédération? La question sera répondue au mois de juin, et plus précisément le 21 juin à SmackDown. Tout a donc commencé à la WWE pour Jacob Fatu le 21 juin, donc quand même plus de 2 mois après sa signature à la WWE. Il débute, et d'une manière quand même très impactante, puisqu'il va participer à l'attaque de la Bloodline, mais pas n'importe quelle Bloodline, la Bloodline de Solo Sikoa, parce que, au cas où vous ne le savez peut-être pas, il faut savoir donc qu'après WrestleMania 40, Roman Reigns, qui est le Tribal Chief originel de la Bloodline, de cette fameuse lignée légendaire, s'est absenté, et Solo Sikoa a entre-temps pris la relève d'une certaine manière, mais par la force. On ne lui a pas donné, il l'a prise, cette gouvernance de la dynastie des Anoa'i, en tout cas à l'écran. Et donc, il était en plein nouveau règne de terreur, enfin sans pour autant être champion, Solo Sikoa, mais en train de, on va dire, d'asservir la WWE à sa tyrannie, quand justement Jacob Fatu le rejoint à la fin du mois de juin à SmackDown pour aller l'aider dans cette rivalité contre Cody Rhodes, justement l'homme qui a vaincu Roman Reigns à WrestleMania, le mentor de Cody Rhodes, Randy Orton, et le grand ami, le grand nouvel ami de Randy, Kevin Owens. Ce qui sera très frappant dans toute sa première, alors non pas année, mais ses premiers mois à la WWE, à Jacob Fatu, c'est un comportement assez intimidant. Et c'est vrai qu'il porte bien son nom, je trouve personnellement que quand tu le vois dans le ring faire ses mimiques, faire ses expressions du visage, c'est vrai qu'il a vraiment l'air parfois d'une créature, et c'est pas du tout quelque chose d'irrespectueux ou de péjoratif de dire ça, je trouve qu'au contraire, ça donne un côté animal, un côté terrifiant, qui est parfait pour un homme de main, un enforcer, comme on les appelle dans le catch, dont Solo Sikoa avait d'ailleurs bien besoin. On pourrait d'ailleurs dire qu'il est peut-être ce que Solo Sikoa n'était plus et aurait peut-être dû être en 2024. Un Solo Sikoa qui était bien plus bavard, alors que Jacob Fatu, lui, était la présence intimidante et imprévisible, prête à détruire tout sur son passage. Même si il s'exprimait parfois, notamment pour hurler « I love you, my tribal chief » ou « I love you, Solo ». Donc il aime beaucoup son Solo Sikoa, et il semble lui être très fidèle. Est-ce qu'il le restera toujours? Suspense. En tout cas, il a contribué et participé à pas mal de tatanes, on pourrait les appeler comme ça, de la nouvelle Bloodline contre à peu près tout le monde dans le roster dans la WWE. On remarque aussi évidemment qu'un truc qui l'identifie tout de suite, c'est le fameux geste de la prière, en prononçant souvent des paroles envers Solo. Et il a d'une certaine manière réussi, en quelques gestes et quelques phrases, et surtout beaucoup d'attaques, à vraiment se démarquer des autres membres de la Bloodline, la nouvelle Bloodline je devrais dire, et à vraiment montrer une identité unique qui a su, d'une certaine manière, plaire aux fans et captiver les fans, puisque il a suscité beaucoup de réactions de la part des publics en général. Et tout ça va le mener à un premier match en PLE à Money in the Bank 2024 contre justement ceux qu'il a attaqués, Cody, Orton et KO. Et donc quand même une victoire marquante ce jour-là, alors même si c'est pas lui personnellement qui a, on va dire, fait le tombé final, mais quand même quelle manière de débuter dans un PLE pour Jacob Fatu en étant dans un match où il bat, bon pas forcément directement et personnellement, mais quand même il bat le champion, une des plus grandes légendes, et Kevin Owens qui est quand même pas un moins que rien, loin de là, au contraire. Par la suite, cette ascension va continuer pour Jacob en étant champion par équipe avec Tama Tonga en battant Johnny Gargano et Tommaso Ciampa en août à SmackDown, même si ça va pas être un plaisir de longue durée pour Jacob Fatu, parce que Solo Sikoa le forcera à laisser son titre pour... alors, on imagine qu'il y a des raisons en réalité créatives derrière ça pour qu'il continue à être éligible, peut-être pour des matchs en solo, sans mauvais jeu de mots, mais
En tout cas, dans la storyline, ce qui est intéressant, c'est que ça peut peut-être commencer à créer des petites tensions entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. En tout cas, ça ne l'empêchera pas d'intervenir à SummerSlam, ce qui est encore une fois très marquant pour Jacob, de participer au main event d'un PLE du Big Four, la WWE, un des shows les plus importants de l'année, en faisant son gros frog splash sur Cody Rhodes à SummerSlam. Pour l'anecdote, figurez-vous d'ailleurs qu'il s'est blessé à ce moment-là, Jacob Fatu, à la cheville. Mais bon, une blessure qui ne l'empêchera pas d'être inactif dans le ring pendant longtemps, loin de là, puisqu'on le reverra dès Bad Blood, quelques semaines plus tard à peine, en équipe avec Solo Sikoa, justement, contre Cody Rhodes et Roman Reigns. Vous savez, cette fameuse association improbable entre ceux qui s'étaient affrontés dans le main event de WrestleMania 40, et donc un sacré spotlight pour Jacob quand même, se retrouver là. Alors certes, c'était pas dans la victoire, malheureusement pour lui, mais c'était quand même une exposition maximale, alors qu'il ne venait que d'arriver à la WWE que depuis quelques mois. Après, on relève bien sûr son implication dans cette histoire samoane de l'automne 2024, avec donc une participation au match contre l'OG Bloodline à Crown Jewel aux côtés de ses nouveaux alliés, Solo et Tama Tonga et Tonga Loa, bien sûr. Et d'ailleurs ce jour-là, une victoire à Crown Jewel, et tout ça qui s'était conclu à War Games, comme on le sait. Et là, on se pose la question, après avoir fait donc des premiers mois très impactants, quand même, c'est vraiment pas exagéré de dire ça, il est toujours très fort, très intimidant, très dominant, et il est peut-être l'aimant le plus impressionnant de la nouvelle Bloodline. On se pose la question, est-ce qu'il va continuer à être dans du catch par équipe, principalement, ou alors dans des interventions, est-ce qu'il va simplement rester un enforcer pendant encore longtemps, ou est-ce qu'il est temps pour lui de franchir un cap? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. On est début 2025, à peine il y a quelques semaines donc, et là, on peut considérer qu'on a peut-être franchi un nouveau cap dans le parcours à la WWE de Jacob Fatu. Pourquoi je dis ça? Tenez-vous bien, à Saturday Night's Main Event, qui est donc un show que la WWE a organisé, alors non pas comme un PLE, mais ça en a tout l'air, c'est quand même un show assez spécial, différent des émissions hebdomadaires que sont Raw et SmackDown, et il y a tout simplement massacré Braun Strowman. Alors quand même, ayons suffisamment la valeur de ce que ça représente. Braun Strowman, qui, il y a quand même encore quelques années en arrière, était totalement invincible, quasiment, et mettait à l'amende des Roman Reigns, mettait à l'amende des John Cena aussi, et aussi des véhicules. Donc un Braun Strowman qui, encore pas si longtemps, était vraiment le monster among men, qui était le monstre parmi les hommes, et très intimidant, qui s'est fait vraiment martyriser lui aussi par Jacob Fatu, donc c'est quand même pas rien. Même si, alors officiellement, ça s'est terminé en disqualification, mais Jacob Fatu a clairement dominé Strowman, à un point où l'arbitre essayait à tout prix de voir si Braun allait bien et voulait empêcher Jacob de continuer. Mais ça ne l'empêchera pas donc de faire 3 moonsaults à Braun Strowman et de nécessiter une intervention de la sécurité. Bon, après ça a continué entre eux puisque Braun Strowman a éliminé Jacob Fatu au Royal Rumble. D'ailleurs personnellement je regrette un peu que Jacob Fatu ne soit pas resté encore plus longtemps dans cette Battle Royale annuelle. Il l'aurait mérité, je trouve, en tout cas pour encore plus le faire mousser, ça aurait été pertinent je trouve. Mais bon, ça restait quand même une performance dominante. Il a quand même su montrer qu'il avait dans le ring toutes les qualités pour faire partie des top guys de la WWE, et on se demande vraiment, à ce moment-là, où va aller la carrière de Jacob Fatu tous ces prochains temps, c'est vrai. Est-ce qu'il se dirige vers des tensions encore plus fortes, peut-être contre Solo Sikoa, pour mener un match entre eux, pour définitivement prendre peut-être le contrôle de la nouvelle Bloodline? Ce qui, d'ailleurs, les fidèles de la chaîne s'en rappellent peut-être, est quelque chose que j'avais proposé dans ma carte idéale de WrestleMania 41. Et en soi, ça pourrait arriver, qui sait. Alors, est-ce qu'il va continuer à avoir peut-être jusqu'à WrestleMania et au-delà une rivalité contre Braun Strowman? Qui sait, c'est possible aussi. On sait pas vraiment vers où va se diriger la WWE créativement avec lui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a l'air de faire l'unanimité en backstage parce que on notera que la catcheuse Nia Jax, qui est d'ailleurs de la même famille, a fait son éloge en interview en déclarant de lui
que déjà son parcours est vraiment très inspirant, hein, de voir comment il a tout simplement échappé à un destin très sombre grâce au catch, en disant aussi de lui qu'il est tout simplement un des gars les plus talentueux qu'elle a vu. Donc c'est quand même pas rien, Nia Jax qui dit ça publiquement, ça montre bien que Jacob Fatu fait du bon boulot et qu'on croit beaucoup en lui, comme le révèle d'ailleurs une anecdote racontée par un certain Baron Corbin. Et oui, Baron Corbin, on reparle de ce bougre. Pourquoi? Parce que à une époque, donc Baron Corbin, comme vous le savez, était donc un des catcheurs, hein, dans le roster en même temps que Jacob Fatu, et il a révélé qu'un jour, il a été très en colère contre le scénariste principal du show bleu. Pourquoi? Parce que ce scénariste avait déclaré qu'ils avaient besoin de corps, bodies, des corps, pour Jacob Fatu. Et ça, Corbin n'a pas du tout aimé, alors ça pouvait s'écouter, hein, sa colère, parce qu'il disait que non, on est des catcheurs, on risque notre santé tous les soirs, on est bien plus que des corps. Il aurait en gros préféré qu'on lui dise on a besoin en gros de catcheurs qui mettent en avant notre nouvelle star, en gros, plutôt que de dire on a besoin de corps. Ça, Baron Corbin ne l'a pas trop apprécié. Enfin bref, ça montre quand même quelque chose, si on lit entre les lignes, que les responsables créatifs de SmackDown quand même ont alors soit reçu la consigne, soit décidé par eux-mêmes qu'il fallait à tout prix faire mousser Jacob Fatu, donc qui fait partie de ceux auxquels on croit le plus, c'est indéniable, c'est indéniable. Mais quelque chose qui s'est passé au Royal Rumble, justement, peut nous faire imaginer peut-être d'autres possibilités créatives, puisque tenez-vous bien, il a tout simplement félicité Jey Uso après sa victoire quand même très discutée, pour ne pas dire discutable. Alors moi personnellement, je ne fais pas partie des détracteurs du tout, au contraire je trouve que Jey Uso a mérité ce triomphe. Évidemment, on peut avoir des réticences créatives sur, on va dire, le star power, le fait que d'autres auraient peut-être pu le gagner à sa place, mais bon, Jey Uso a quand même un beau parcours et c'est un beau triomphe pour lui, ça quand même on ne peut que le reconnaître. Et Jacob Fatu s'est peut-être dit ça lui aussi, puisqu'il est allé carrément lui faire un câlin, alors que pourtant ils ont été ennemis pendant des mois, hein, à l'écran. Il lui a quand même fait un câlin, et en ayant en plus un t-shirt Yeet, qui est quand même la catchphrase de Jey Uso. Donc à ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'il serait pas en train de s'éloigner tout doucement de l'influence de Solo Sikoa, ce Jacob Fatu, et est-ce qu'il s'approcherait pas peut-être tout doucement vers un face turn, vers une alliance avec Jey Uso, qui sait. Ou alors, est-ce que ce moment-là ne voulait rien dire d'un point de vue créatif, et l'a-t-il simplement fait en ne respectant pas le kayfabe, ce qui est malheureusement de plus en plus courant dans l'époque actuelle, même si on pourrait aussi me répondre à raison que Johnny, tout le monde sait que le catch est scénarisé, à quoi ça sert de forcément vouloir protéger à tout prix l'illusion de l'histoire alors qu'on sait que c'est faux? Oui, c'est vrai, mais bon, je suis un peu de la vieille école, je trouve que c'est quand même bien qu'on croit un maximum en chaque personnage et qu'on nous fasse oublier qu'ils sont en train de jouer un rôle, et c'est sûr que voir Jacob Fatu tout peut-être solennel, en plus en mettant un Lula Fala autour du cou de Jey Uso à ce moment-là, et être tout heureux pour lui, quand tu repenses à tout ce qu'il y a eu en 2024, ça fait quand même tout drôle, je trouve. Mais bon, ça n'empêchera pas qu'il ait promis un avenir brillant. Et à ce moment-là, je vous dis, quel titre pourrait-il aller conquérir? Quelle rivalité pourrait le faire franchir encore un autre cap et le tirer encore plus vers le haut? On aura probablement des réponses très prochainement, mais ce qui est certain, c'est qu'entre son parcours inspirant et quand même son ascension fulgurante à la WWE en l'espace de quelques mois, c'est certain que le loup-garou samoan n'a pas fini de nous étonner. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Jacob Fatu. Comme on a pu le voir, le Samoan Werewolf a un parcours très marquant qui a failli le faire vriller pour de bon et avoir un destin bien plus sombre. Et finalement, il a suivi les traces de sa lignée légendaire et a eu une première période très réussie à la WWE, même si l'avenir nous dira s'il a vraiment su se montrer digne de Yokozuna et Umaga, pour ne citer qu'eux. En tout cas, j'ai un débat à vous proposer. Selon vous, comment faut-il se servir de Jacob Fatu? Doit-il être un monstre silencieux et intimidant qui aide d'autres catcheurs? Ou alors, doit-il être mis en avant en solo avec un manager par exemple? Venez en parler dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis. Et dites-moi aussi sur quelle superstar vous avez envie de voir un documentaire vendredi prochain. Ce sera intéressant de voir qui attise votre curiosité en ce moment.
et de partager aussi nos ressentis, parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.